Bonjour à tous. Donc c'est bon, le micro fonctionne bien. Merci d'être présent pour cette session et puis pour continuer l'après-midi donc pour les journées SQL Server. Donc si vous êtes dans cette session, normalement, c'est que c'est pour voir tout ce qui est SQL Server en mode hybride. Alors volontairement hybride, j'aime pas trop ce terme-là, je préfère intégration Azure et vous verrez pourquoi au cours de la démonstration, mais rassurez-vous, il y aura du SQL Server et il y aura de l'Azure, et de l'Azure sur toutes ses formes, stockage, machine virtuelle, et puis c'est déjà pas mal en fait. Et donc on va voir donc justement l'intégration complète de ce qu'apportent les nouveautés de SQL 2014 pour son intégration, mais vous verrez aussi que les anciennes versions ne sont pas oubliées pour autant. Alors je me présente, Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft dans la division DPE. Et donc moi j'en charge tout ce qui est SQL, SharePoint et Office, justement côté large audience et présentation à la communauté. Je faisais la pause pour la photo. Bien sûr, nos sponsors, donc déjà Microsoft, dont je fais partie, mais on est très associé donc au GUS et notamment à ce qui a été mis en place sur ces journées SQL Server. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait une communauté qui existe, que SQL Server soit bien entendu représenté par les Microsoftistes, mais aussi par d'autres personnes qui pourront parler de SQL Server beaucoup plus dans la vraie vie et avec une parole beaucoup plus crédible que l'éditeur lui-même comme il pourrait en parler. Et ainsi qu'à tous les sponsors qui sont présents sur ce slide et qui participent à ce type d'événement. Donc on les remercie vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler de SQL Server et de Windows Azure. Oubliez le SQL Database, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, tout simplement pour une question de timing, et puis je crois qu'en plus Stéphane reviendra après dessus. Et donc on va commencer donc par parler donc de SQL Server. Je pense que si vous êtes dans cette salle-là, SQL Server, vous connaissez tous plus ou moins, donc je vais vous passer ce slide assez vite. Je l'ai juste remis pour la simple et bonne raison, quand je suis tombé dans le monde des SQL Server il y a 3 ans maintenant, quand j'ai fait mes premières visites chez mes clients, je me suis rendu compte que beaucoup des clients que je visitais pensaient que SQL Server c'est un moteur de base de données, puis point. On a même fait une avant-vente où un client avait acheté SQL Server et puis il voulait nous voir pour un ETL. En plus, il avait acheté SQL Enterprise. Bon, en termes d'avant-vente, on était venu un peu pour rien. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on est reparti, je vous rassure. On a expliqué, non, dans SQL Server, vous avez un ETL, vous avez une couche sémantique avec le Cubolab, un moteur OLAP, donc pour multidimensionnel. Vous avez un serveur de reporting, vous avez un moteur d'analyse en temps réel avec Stream Insight, etc., etc. Donc je pense que la plupart d'entre vous ici, vous connaissez déjà toutes ces briques-là. Peut-être sur la brique visualisation qui est à la fin, c'est qu'effectivement SQL Server apporte Reporting Services. On en parlera un petit peu après de Reporting Services, mais aussi peut s'intégrer dans une offre un peu plus globale avec SharePoint et avec notamment Excel pour tout ce qui est Power Pivot pour SharePoint, Performance Point et ce genre de choses. Donc je vais passer assez vite sur ce slide. Alors en fait, je vous ai mis ce slide pour vous dire que toutes ces briques-là, vous pourrez bien entendu les retrouver dans un continuum. Donc ça faisait beaucoup rire Stéphane tout à l'heure, le mot continuum. Si jamais on regarde par rapport au cloud, et plutôt SQL Server, tel que vous le connaissez au départ, donc installation sur une machine physique, donc un serveur physique, installation avec le Wizard directement sur du matériel physique. Depuis quelques années, la virtualisation est arrivée à la mode. Et depuis la version, je dirais, 2005 et plus particulièrement 2008 de SQL, c'est une version qui commence à bien se virtualiser. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez virtualiser SQL Server sans trop de problèmes. C'est plutôt bien optimisé pour supporter la visualisation. Donc là, ici, le fait d'avoir fait ça, d'avoir passé ces machines physiques quelque part en machine virtuelle tout en restant dans son data center, mine de rien, on mettait un peu le pied dans le cloud et plus particulièrement le cloud privé. Donc on restait toujours dans notre enceinte, mais dans une notion de cloud privé. L'idée, c'était de se dire, avec Azure qui arrive avec son infrastructure virtualisée, donc le IaaS, Infrastructure as a Service, pourquoi pas utiliser des machines virtuelles qui se trouvent là-haut dans le cloud pour faire des scénarios de débordement. Quand je dis scénario de débordement, ça peut être dans un premier temps créer une sorte de petit réseau virtuel pour permettre d'avoir une machine virtuelle dans le cloud pour un nœud de réplica de notre Loison, un nœud asynchrone. Ce qui nous a été expliqué ce matin à la keynote et que Stéphane vous montrera juste après ma session.
Ça peut être aussi se dire, je vais monter une machine virtuelle parce que j'ai entendu parler des SQL 2014 qui vient de sortir. Je n'ai pas forcément envie de monter une machine dans mon data center. Boum, je vais sur Azure, je monte la machine virtuelle qui va bien et je joue avec SQL 2014 pendant 1 heure, 2 heures et je ne paierai qu'à l'usage. Et tout au bout du spectre là-haut, donc, toujours dans le cloud, mais plus sur une solution type PaaS, Platform as a Service, s'affranchir complètement de l'installation d'un serveur et de son administration et de bénéficier tout de suite du service du serveur et d'aller directement se créer ces bases qui sont automatiquement redondées, donc de la haute dispo déjà faite pour nous, dans lequel on va tout simplement utiliser les bases. Par exemple, si on a une application qui tourne, avoir un système de base de données derrière sans être obligé de déployer un serveur, une infrastructure, de la haute dispo, etc. Là, on consomme vraiment une plateforme. On imagine une plateforme sur laquelle on va venir poser une application et on consomme le service de base de données dans ce cas-là. Nous, aujourd'hui, on va voir principalement entre l'intégration entre ce qui se passe sur site et Azure Machine Virtuelle et tout ce qui est stockage. On ne va pas parler de PaaS ici pour tout simplement une question de timing en fait. Alors, SQL Server, hybride. Depuis SQL Server 2012 aspect 1, il est possible d'utiliser le stockage Azure directement pour backuper ces bases de données, tout simplement. Au lieu d'avoir de l'espace disque sur site, d'avoir des bandes, etc., on peut très bien dire là-haut j'ai un stockage Azure, que je vais m'en servir comme disque dur, et surtout je vais pouvoir y déposer mes points back là-haut sur Azure. Avec premier effet immédiat, c'est qu'une fois que vous avez ouvert votre compte de stockage et vos conteneurs, quand vous déposez un fichier dessus, il est automatiquement répliqué 3 fois. Donc en plus, vous avez de la redondance de vos backups directement dans le cloud, et puis si vous avez un problème sur site, vous avez déjà vos informations disponibles là-haut dans le cloud, accessibles de n'importe où. Alors, disponible depuis le SP1 CU2 d'SQL Server 2012. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a un outil qui permet d'utiliser le backup dans le cloud avec les anciennes versions d'SQL à partir de 2008, 2002, ou peut-être même 2005, où c'est un petit outil installé qui vous permet donc de faire le backup dans le cloud, ce que je vais vous montrer après. Donc l'idée, c'est d'utiliser du stockage blob de Windows Azure. Et donc vous êtes sur site, et puis vous envoyez tout simplement vos backups dans un stockage Azure. Côté SQL Server, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau du Management Studio, SQL Server Management Studio ou SSMS, créer ce qu'on appelle un credential qui va tout simplement vous permettre de dire à SQL Server, tu as le droit de te connecter à ce compte de stockage. Et puis une fois que tu es connecté à ce compte de stockage, eh ben, une petite commande anti-SQL qui va vous permettre donc de faire le backup. Avec SQL 2014 CTP2, donc qui est disponible depuis pas très longtemps, quelques semaines, tout ça, c'est maintenant disponible dans l'interface. Jusqu'à maintenant, il fallait le faire par script SQL. Ça a été intégré à l'interface avec la CTP2 d'SQL 2014. Et en gros, ça donne ça. Donc vous avez l'interface qui vous permet de dire j'aimerais aller attaquer une URL. Et puis chose intéressante aussi, c'est que vos backups, maintenant, vous pourrez les chiffrer. Vous pourrez complètement les crypter avant de les envoyer dans le cloud pour ajouter encore une couche de sécurité. Parce que souvent, dès qu'on parle de cloud, on nous chatouille sur la question sécurité. Donc sachez qu'il y a le chiffrement disponible depuis la version CTP2 2014. J'attends pour la photo. Super. Il n'y a aucun problème. Hein, alors ça, souvent, ça fait sourire aussi, mais comme on dit, donc, une des particularités du cloud, c'est de pouvoir mesurer l'usage. Donc il dit mesurer l'usage, facturation derrière, bien entendu, mais ce qui est intéressant, c'est facturation à l'usage et à l'espace utilisé. Si vous utilisez la compression, vous réduisez fortement vos backups, donc vous diminuez la facture de stockage là-haut, qui en plus n'est pas très très cher. Hein. Oui, question. Côté SQL. Est-ce qu'il fallait une version d'SQL entreprise Tout à fait. pour pouvoir faire la compression? Est-ce que c'est toujours la même chose? Non. En plus, tout le monde me dit non. Vous avez bien capté que je n'étais pas un expert de la licence, donc effectivement, ils ont bien confirmé. Non, et je crois que c'est depuis 2008 R2 en plus. C'est ça. Hein. Donc dites-moi sur les licences, hein, je ne suis pas forcément expert. En tout cas, merci beaucoup. Donc non, là c'est un standard, il n'y aura pas de souci. Bon, démo. Le mieux, c'est d'y aller.
Alors, je suis dans mon SQL Server ici. Alors, pour ce que je vais faire, voilà. Comme ça, c'est tout bon. Je vais prendre ma base. Ici, ma base Framer. Et puis, j'aimerais en faire un backup directement dans le cloud. Ce que je vais faire ici, naturellement, un clic droit, tâche, et puis je vais tout simplement faire un backup. Et dans la fenêtre de backup que vous voyez ici, donc c'est quelque chose d'assez classique finalement, et puis vous avez une liste déroulante là, disque, qui va vous présenter ici l'option maintenant URL. Donc la nouveauté vient de là, jusqu'avant il fallait le faire en Transact SQL. Donc je vais cliquer sur l'URL. Et là, première question qui me pose, ah bah zut alors, il me faut un credential, et puis il faut un conteneur, et puis il me faut un compte de stockage. Où est-ce que je trouve tout ça? Donc ça, je vais vous montrer. Pour pouvoir backuper dans un compte de stockage, il vous faut côté Azure un compte de stockage. Jusque-là, super logique. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, je suis dans mon portail Azure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et dans ce portail Azure, vous avez accès ici à tout un tas ici de services qui vous sont disponibles. Ici, j'ai la notion de stockage. C'est là où je vais pouvoir donc déposer mes différents fichiers. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur mon compte de stockage. Volontairement, et j'insiste, je dis compte de stockage. Parce qu'avant de pouvoir stocker, il va falloir créer un compte de stockage. Et dans ce compte, vous pourrez avoir un ou n containers. Et dans ces containers, c'est là où vous allez déposer vos fichiers. Donc ici, j'ai créé un compte de stockage que j'ai appelé Framer Backup, de manière très originale, afin de faire mes démonstrations. Donc si je clique dessus, je vais avoir accès à mon tableau de bord, et puis à tout un tas de trucs, tableau de bord, on va le configurer, et la notion de conteneur. Dans les conteneurs, donc si je clique sur ce menu-là, j'aurai ici plusieurs conteneurs, et dont un qui s'appelle SQL Backup. Voilà. Pour le moment, il est tout vide. Donc rappelez-vous ce que j'avais dit pendant les slides. Première chose à faire, c'est de dire à SQL Server, tu as le droit de te connecter à mon compte. Pour ça, il faut que je donne des informations. Et une fois qu'il a le droit de se connecter, on va faire le backup. Pour ce faire, il faut que je lui donne des infos. Et donc, je vais revenir sur mon tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle gérer les clés d'accès. Et c'est là où je récupère les informations pour créer mon credential. Alors, c'est ce chose que l'on va faire. Donc, je vais tout simplement activer la fenêtre. Et je vais revenir côté SQL Server sur site. Et dans la partie sécurité ici, donc là, dans le nœud haut sécurité, vous avez quelque chose qui s'appelle credential ici. Et dans ce credential, je vais tout simplement faire un clic droit. Et puis, je vais dire nouveau credential. À partir de là, il va me demander tout un tas d'informations. Il va me demander le nom de ce credential, l'identity et le mot de passe. Alors, la partie la plus simple, c'est le credential name. Vous lui mettez ce que vous voulez. Souvent, moi, j'utilise dans mes démos Azure Backup. Voilà, ça, vous mettez ce que vous voulez. Et là où ça se complique, c'est que vous demande l'identité et le password. En fait, pour l'identité, c'est ni plus ni moins côté Azure le nom du compte de stockage. Donc, c'est lui. Et pour le mot de passe, il s'attend à avoir la clé primaire ou la clé secondaire. Vous choisissez une des deux au choix. Donc, moi, ici, je vais copier le nom du stockage. Pouf, pouf, ici. Et puis, je vais aller chercher la clé primaire. Que je vais copier 2 fois. Voilà, OK. Donc là, j'ai créé ici un credential qui s'appelle Azure Backup. Maintenant, SQL Management Studio est capable de discuter avec mon compte de stockage. Donc, je vais pouvoir maintenant sauvegarder, faire un backup de ma base. Backup, donc je reprends l'URL ici, et là je vais lui donner un nom, framerbackup.back. Je vais aller spécifier le credential qui va bien, et puis je vais lui donner le nom du conteneur sur lequel je veux envoyer l'information. Alors, soit je le connais par cœur, si jamais je ne le connais pas par cœur, tout simplement je vais le rechercher ici. Je vais dire le conteneur se trouve sur mon portail Azure dans la partie conteneur ici. Et dans mes conteneurs, j'en ai pas mal, donc j'en ai un qui s'appelle SQL Backup. Et je vais tout simplement, ici, prendre SQL Backup, copie. Je reviens sur mon SQL ici, SQL Backup. Et donc, je me retrouve avec ce type d'information.
pour la destination, pour mon backup. J'aurais eu la possibilité de créer mon credential, si jamais je ne l'ai pas. J'aurais pu donc le créer directement à partir de ce bouton. Chose intéressante, c'est que si je désire, si je vais dans les backup options, j'ai la possibilité donc d'activer l'encryption. Par défaut, pour la démonstration, je ne vais pas utiliser la compression. Par défaut, mon serveur n'a pas la notion de compression, donc je ne vais pas l'activer dans un premier temps. Et je vais cliquer sur OK. Et je vais envoyer voilà, mon backup directement donc, sur mon stockage Azure. Donc là, tout va bien. Si je vais ici, pouf, je devrais me retrouver avec un fichier from Air Backup. Voilà, tout va bien, c'est cool. Et puis ce qu'on va faire aussi, on va regarder l'espace qu'il prend. Il prend 3 mégas 69. Ce que je disais dans mes slides tout à l'heure, on va utiliser la compression. La compression a un autre effet que l'on ne voit pas lorsqu'on utilise l'interface, mais qu'on voit très bien lorsqu'on utilise le script SQL, c'est aussi le temps d'upload. On gagne beaucoup, on gagne à peu près 20 à 30% de temps d'upload lorsque l'on compresse. Donc on va refaire la manipulation. Ici, task, backup. URL, donc là je vais prendre mon credential, je vais éviter de me faire avoir sur le nom et donc je vais l'appeler compresse et ce coup-ci je vais lui dire bah voilà on va utiliser la compression, ok, et je renvoie les informations sur mon compte de stockage, ok, et si maintenant je rafraîchis ici, si tout va bien, je devrais avoir un deuxième fichier dans mon conteneur Azure avec mes deux backups, un compressé, un pas du tout compressé. Et si tout va bien aussi, il y en a un qui devrait être nettement moins gros que l'autre. Voilà. On est presque à un rapport 5, donc ça peut valoir le coup d'utiliser la compression. Bien entendu, ça dépend des données que j'ai dans mes bases et tout, etc. Mais honnêtement, ça vaut le coup de compresser. Ça, c'était pour la première démonstration. Pour ceux qui étaient là, plutôt pour ceux qui n'étaient pas là, la démo qu'on a fait ce matin à Power BI avec Laurent Bannon, c'est via ce mécanisme qu'on s'envoyait nos données pour faire justement nos jeux de démonstration qu'on a montré ce matin sur l'immobilier et de toutes les informations qu'on a récupérées des sites web et qu'on a injectées dans nos bases. Donc c'était 1 giga. 1 giga qu'on backupait, qu'on compressait à 240 mégas et qu'on se passait de container Azure en moins de 20 secondes. Donc pour s'envoyer des gros volumes d'infos, ça peut être utiliser les comptes de stockage Azure, ça peut être intéressant. Fin de la parenthèse. Alors là, ce qu'on a vu, c'était le plus simple, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, j'ai backupé sur site et puis j'ai envoyé dans mon stockage Azure. Ok, donc là j'ai envoyé mon backup là-haut. Après, je pense que la question que vous pouvez vous poser, c'est ok, c'est bien beau là ce que tu nous montres, mais j'ai mon serveur, il tombe, j'ai envoyé 500 gigas là-haut. Comment je fais pour descendre ça super vite et pour remonter mon serveur sur site? La réponse, je vais vous dire, ça va dépendre de vos tuyaux, ça peut prendre un certain temps. Donc si jamais vous devez assurer un niveau de disponibilité assez élevé, le temps de redescendre le download et tout, ça peut être long. Ce que vous pouvez faire, en revanche, en attendant, c'est monter une machine virtuelle dans Azure, récupérer vos backups, là ça va aller extrêmement vite, et les remonter dans votre machine virtuelle Azure, et puis rendre en mode dégradé peut-être, mais rendre le service disponible à nouveau avec une machine dans Azure en ayant restauré depuis votre stockage Azure. Ceci dit, si vous voulez faire un autre scénario, vous dire, bah voilà, j'ai mon serveur SQL sur site, j'ai ma machine virtuelle où j'ai déjà mon serveur SQL, pourquoi passer par un backup restauré alors que je peux déployer directement ma base qui est sur site directement sur une machine virtuelle Azure sans être obligé par passer de moi-même par Backup Restore. C'est ce que propose SQL 2014 qui va vous permettre, à partir de Management Studio, d'envoyer votre base, de déployer directement votre base dans une machine virtuelle qui tourne dans Azure et qui possède SQL Server. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même deux choses à savoir pour que ça fonctionne. Première chose, premier prérequis, il faut que vous créez votre machine virtuelle à partir du portail Azure. Et je vais vous montrer après. C'est-à-dire vous connectez sur le portail Azure, nouvelle machine virtuelle et machine avec SQL Server 2008 R2, 2012, 2014. Pourquoi? Parce que pour le moment, seules ces machines ont le SQL Server Cloud Adapter. Et c'est cet adaptateur qui va être nécessaire pour pouvoir réaliser ce déploiement. Et puis une fois que cette machine virtuelle a été créée, ce qu'il va vous falloir, c'est via le portail Azure sur cette machine virtuelle,
ouvrir le point de terminaison 11435. On a tout détaillé ici. Deploy SQL DB to Azure qui reprend tout pas à pas. Et le mieux, c'est de vous faire une démo. Donc voici le portail Azure. Dans ce portail Azure, ici, vous avez la possibilité aussi d'avoir des machines virtuelles. Ici, si je clique là, vous allez avoir toute une collection de machines virtuelles. Et pour cette démonstration, j'ai une machine virtuelle qui s'appelle Hybrid CTP2. Encore une fois, vous pouvez voir l'originalité des noms de mes machines. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas la machine, par un simple clic sur Nouveau, machine virtuelle à partir de la galerie, et bien là, vous avez accès à tout un tas de machines, et donc des machines SQL Server pour faire vos démos. Pour pouvoir faire le déploiement, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut vraiment créer, pour le moment, les machines à partir de cette galerie pour avoir le Cloud Adapter embarqué dans vos machines. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que votre machine a été créée, donc je vais ici en hybride CTP2, donc je clique sur ma machine. Et vous voyez, donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a un tableau de bord, il y a une notion de configuration, puis il y a une notion de point de terminaison. Et donc c'est ça que l'on va aller regarder. Dans les points de terminaison, c'est là où vous allez faire l'ouverture de votre machine virtuelle avec l'extérieur. J'ai une deuxième démo sur ce sujet-là, mais nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le déploiement de notre base. Et donc, il faut penser à paramétrer, à rajouter le port 11435. Donc, comment rajouter le port? Vous allez dans les points de terminaison, vous cliquez sur plus, et puis vous suivez le petit wizard, et puis c'est réglé. C'est comme ça que vous rajoutez votre port. Donc, une fois qu'on a fait ça, votre machine virtuelle est donc disponible en accès à distance. Et là, vous voyez, donc je suis dans une machine virtuelle, c'est mon hybride CTP2 que vous voyez là-haut. Les bases de données qui sont là. Alors, je suis désolé, je n'ai pas la loupe dans cette machine-là. Par contre, je peux faire ça. Voilà. Bon, c'est un peu de la feinte, mais OK. Et dans lequel il n'y a aucune base pour le moment. Ce que je voulais vous montrer aussi, très important, c'est que voilà, dans les services, le Cloud Adapter, il est là. Donc, il faut aussi à vérifier pour que ça puisse fonctionner. À partir de là, une fois que j'ai ça, tout simplement, ce que je vais faire, je vais dire à mon SQL Server, donc rappelez-vous, je suis sur site et j'aimerais envoyer ma base dans la machine virtuelle que je viens de vous montrer. Donc, je vais mettre dans mon Management Studio. Puis, je vais prendre ma base ici, Franmer. Et puis, je vais tout simplement faire un clic droit dessus, Task. Et là, ici, vous allez voir, il y a tout un tas de choses intéressantes pour le déploiement, dont Deploy Database to Windows Azure VM. Ce matin, Stéphane vous a montré la possibilité de le faire aussi sur du SQL Database, donc sur le pendant PaaS, Platform as a Service des SQL. Là, on va carrément l'envoyer dans une machine virtuelle. Donc là, on s'appuie vraiment sur l'infrastructure, infrastructure de service, et on va déployer directement dans une machine virtuelle Azure. Donc c'est parti. Clic droit, tâche, Deploy to Azure VM. Et là, donc un petit wizard va nous aider. Il va dans un premier temps nous demander de nous connecter à la source SQL Server. Donc on va cliquer sur Connect. OK, puis je vais chercher ma base Franmer, celle qui se trouve sur site. Là, il va vous demander tout simplement un dossier tampon pour qu'avant de l'envoyer dans la machine virtuelle, il fasse toute sa tambouille. En fait, il va faire un backup et tout, nana. Next. C'est là où ça se complique un peu. Il va vous demander de soit vous donner un certificat, soit un publish file. Le publish file, c'est tout simplement le fichier de configuration lié à votre compte Azure, qui sur votre portail, vous faites download publish file et vous téléchargez le fichier publish sur votre poste de travail. Dès que vous l'avez, vous naviguez dedans et vous allez chercher tout simplement votre publish file settings et ensuite il vous propose toutes les subscriptions, tous les abonnements que vous avez liés à votre compte. Une fois que vous avez fait ça, donc moi je vais avoir un truc qui s'appelle compte de démo, ici, youpi, on va le prendre et je vais faire next. À partir de là, avec le fichier Publish Settings, il est capable donc de se connecter à votre compte, de récupérer tous les services de cloud qui tournent et qui embarquent une ou plusieurs machines virtuelles. Donc là, il devrait retrouver, si tout va bien, ma machine virtuelle hybride CTP2. Donc là, je vais attaquer plutôt par le Cloud Services. Donc j'ai mon Cloud Services qui s'appelle hybride CTP2. Voilà. Et dedans, je dois avoir une machine qui s'appelle hybride CTP2. Je peux très bien avoir un Cloud Services, ici là-haut, avec plusieurs machines virtuelles associées. Donc dans ces cas-là, je vais chercher la machine qui va bien.
Et puis je vais lui dire dans quel compte de stockage je vais mettre mes bases de données, parce que derrière il faut quand même pouvoir les stocker. Donc je vais lui dire voilà, je vais prendre from air storage, ça c'est pas mal. Et puis un petit truc, alors qui est un peu sioux dans l'interface, c'est qu'il faut maintenant cliquer sur Settings. La première fois, lorsque vous jouez avec, vous essayez d'appuyer sur Next, vous ne comprenez pas. En fait, il faut cliquer sur Settings. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander un mot de passe utilisateur, un utilisateur, un mot de passe pour se connecter à cette base de données qui est dans votre base, qui est dans votre machine virtuelle tout là-haut. Donc là, je vais mettre l'administrateur de ma machine virtuelle qui est dans le cloud et le mot de passe associé. Remarquez qu'il a récupéré le port 11435 pour faire de la communication. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Donc si tout va bien, il va pouvoir se connecter. Voilà, super. Et là, je vais donc lui donner un nom. Donc je vais l'appeler JSS in the cloud, parce qu'on va l'envoyer là-haut dans les nuages. On va cliquer sur Next. Donc il nous fait un petit résumé qui va bien. Et on va cliquer sur Finish. Alors, on ne va pas trop se fier au Wizard, parce que dans la version preview, des fois, il bloque. Et pourtant, ça passe bien. Donc on ne va pas trop s'y fier, on va bien voir. Ça va prendre à peu près une trentaine de secondes. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer les slides. Voilà, souvent il bloque ici, et puis il me dit qu'il continue, et pourtant il m'a fait le déploiement. Bon, écoutez, on va lui laisser vivre sa vie, et puis on va... Ah bah attendez, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est tombé en marche. Hein. En fait, j'ai répété tout à l'heure, ça ne marchait pas. C'est tombé en marche, c'est plutôt cool. Donc on va lui laisser quelques secondes. Et donc, si normalement tout va bien, en fait, ce qu'il fait, comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais donné un chemin, c'est temp hybride. Donc, il fait son backup dans un dossier temporaire que je lui donne. Il monte ça dans le stockage de cloud. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? À la machine virtuelle, il va attacher un autre disque, un disque F ou G, ça dépend, dans lequel il va mettre les fichiers, qui va restaurer les fichiers et il va faire un attach de la base de données côté Management Studio. Et ouais, il fait un attach. Je vais vous montrer après. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être bon. Enfin quoi, le Wizard nous dit que c'est bon. On va aller voir si c'est OK de l'autre côté. Donc là, je retourne dans ma machine virtuelle, dans mon Management Studio. Donc pour le moment, il n'y a rien. On va faire un petit refresh. Donc je dois avoir un from air JSS in the cloud. Non, le mieux c'est que je me mette là quand même. Voilà. Donc effectivement, elle est bien là. Maintenant, si pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, si je fais un clic droit, propriété, files. Alors, il est caché où lui? Pouf, voilà. Il m'a monté un disque F, ici. Alors, attendez. J'ai un problème de zoom, j'en suis bien désolé. Voilà. Un disque F avec le préfixe YAS déploiement restore. Donc, si jamais j'avais juste un disque C, il vous monte un disque F ou autre pour justement restaurer et faire les attaches de toutes les bases que vous déployez de cette manière-là. Après, bon, il faudra peut-être nettoyer pour mettre les logs sur un autre disque plus tard, parce que là, il vous met tout. Voilà, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu bourrin en termes de déploiement à ce niveau-là. Donc voilà pour cette partie-là, donc de déployer directement vos bases qui se trouvent sur site, sur une machine qui se trouve directement dans une machine virtuelle. Et après, on peut monter des scénarios, always on, ce genre de choses, si vous voulez, à partir de ces bases-là. Déploiement sur une VM, ça c'est fait. Autre scénario qui est arrivé avec la CTP2, c'est de se dire, je vais avoir ma base sur site. Alors c'est un scénario un peu sioux. Il va falloir qu'on trouve les usages, mais je pense qu'il y en a 2 ou 3 sympas. Mais c'est vrai que la première fois que j'en ai parlé avec des clients puis des gens qui faisaient du SQL Server, ils trouvaient ça bizarre. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. L'intégration avec le stockage Azure dans le sens où j'ai ma base de données, puis au lieu d'avoir mes MDF, NDF et LDF sur des disques sur site, un disque D, E, F ou bref, peu n'importe quoi, c'est d'avoir tous ces fichiers-là dans un stockage Azure dans le cloud. Donc j'ai tout mon management frontal dans mon management studio, puis tous mes fichiers sont là-haut dans Azure. Donc déjà, première chose que vous devez vous dire, oulala, on est super dépendant de notre connexion réseau. Et la réponse, elle est oui. Si vous avez, vous pouvez avoir des temps de latence pas terribles, accès à vos données pas terrible. Ceci dit, il peut y avoir des scénarios assez intéressants, notamment pour tout ce qui est SQL dans une machine virtuelle Azure. Vous avez votre SQL. Là, ce qu'on a fait précédemment, on avait notre SQL et puis nous avons tous nos dossiers, tous nos fichiers qui étaient stockés dans le VHD de notre base virtuelle, de notre machine virtuelle qui se trouve dans Azure.
et les VHD sont eux-mêmes stockés dans le stockage Azure. L'idée, c'est quoi? C'est dans la machine virtuelle qui est là-haut, avoir notre base SQL, mais nos fichiers de nos bases, les MDF, LDF et compagnie, ne sont pas dans la machine virtuelle, mais sont dans un stockage Azure. Ce qui fait que, on se retire une couche d'abstraction du VHD et stockage Azure, et deux, on va pouvoir bénéficier de tous les API que propose Azure et son stockage, justement, en termes de performance. Autre chose qui peut être intéressante, c'est quand vous supprimez une base depuis le Management Studio avec les dossiers qui sont dans un stockage Azure, vos fichiers là-haut ne sont pas supprimés. Ce qui fait que vous pouvez supprimer d'un côté, puis remonter une base d'un autre côté et refaire un rattach. Si jamais vous utilisez le TDE, le Transparent Data Encryption, et bien là, ça vous permet d'avoir d'un côté votre serveur chez vous avec sa base master et les clés d'encryption chez vous et vos données cryptées dans un stockage Azure. Ce qui fait que si on vous prend vos données, on peut rien en faire. Et ce qui fait que vos données sont séparées de la clé. Donc il peut y avoir tout un tas de scénarios, donc on en a mis quelques-uns ici. Alors pour ce faire, ça ne s'invente pas. Si vous essayez de le faire tout seul, sans la notice, c'est un peu compliqué, je sais parce que j'ai essayé. Les grandes étapes, c'est quoi? C'est côté Azure, il va falloir créer un compte de stockage. Donc ça, c'est relativement simple. Mais sur ce compte de stockage, il va falloir ensuite définir une policy et une shared access signature. Et ça ne se fait pas par l'interface Azure de base, ça se fait soit par Crypt PowerShell, soit avec des outils tiers, dont un qui est sur Codeplex et que je vais vous montrer. Côté SQL Server, il n'y a pas grand-chose à faire à part la création d'un credential, comme on a vu précédemment pour le backup, avec une petite feinte quand même, sinon ça serait trop facile et que je vous montrerai. Et la création de la base de données avec le ou les fichiers dans Azure. Et puis le mieux, c'est de faire une démo. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va préparer notre compte de stockage Azure pour pouvoir créer une base de données avec nos fichiers LDF et MDF directement dans le stockage Azure. Donc là, je reviens sur ma partie stockage. Et dans ce stockage Azure, ici, j'ai différencié, j'ai créé un compte de stockage, qui s'appelle SQL Data Store. Ce compte de stockage, il est là, et il va avoir un conteneur avec toutes mes données, donc from Air, SQL Data. Théoriquement, j'ai fait le ménage, voilà, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est fait. Pour créer un compte de stockage, je ne vous ai pas montré. Nouveau, stockage, création rapide, et c'est fini. Et vous avez votre compte en 1 minute. Vous pouvez stocker 1 Tera, je crois, de données directement par container, ou par compte. Je ne sais plus, il va falloir que je vérifie. Donc là, j'ai mon compte de stockage, je suis content. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait maintenant créer une policy sur ce compte de stockage et une shared access signature. Pour ce faire, on peut utiliser soit du script PowerShell, soit un petit outil qui s'appelle Azure Storage Explorer, que vous pouvez trouver sur Codeplex. À partir de là, cet outil va vous permettre donc d'aller chercher le compte qui va bien. Et si jamais vous n'avez pas encore de compte, vous faites tout simplement un add account. Et comme tout à l'heure, vous lui donnez le nom de votre compte et la clé de partage, comme on avait vu tout à l'heure pour le backup. À partir de là, vous allez sélectionner le dossier qui vous intéresse et vous allez dans la partie Security. Et dans la partie Security ici, vous allez lui dire, voilà, je vais dans un premier temps définir une policies. Cette policies, elle est assez sommaire, hein. C'est-à-dire que là, j'en ai créé une que j'ai appelée MyPolicy. Je lui définis un droit de lecture, un droit d'écriture, et puis une date d'expiration, en gros. Une fois que vous avez fait ça, il faut bien cliquer sur Save, et surtout, il faut fermer la fenêtre, sinon il ne prend pas en compte, c'est comme ça. Et on rouvre, et on va pouvoir créer maintenant une shared access signature, ici, en sélectionnant la policy qu'on a créée précédemment. Donc, ce que je vais faire ici, donc j'en ai qu'une, ça s'appelle MyPolicy. Et une fois qu'on l'a fait, on génère la signature. La signature, elle est de cette forme-là. Donc, première partie de l'adresse, on récupère donc l'adresse vers notre compte de stockage et blob.core.windows.net. Et la deuxième partie de l'adresse va avoir la clé de sécurité. Voilà, elle est là, en gros. L'idée, c'est quoi? C'est de la copier dans notre presse-papier et de se dire, voilà, je vais aller coter
côté SQL Server. Et là, avec un petit script SQL, je vais mettre à jour, je vais créer un credential et je vais créer ma base de données. Alors, je pourrais exécuter bêtement les scripts, sauf qu'il faut que je vous montre un ou deux trucs avant. Les scripts, ils sont relativement assez simples, hein, finalement, puis on les trouve partout sur les blogs et compagnie. Création d'un credential, et puis création d'une base de données. Sauf que ce credential, il lui faut comme nom l'URL vers votre compte de stockage. L'URL vers votre compte de stockage, il est là, c'est celui que j'ai copié finalement. À une petite fin de près, toute petite, c'est qu'ici vous récupérez quelque chose sans le S, alors que lui veut absolument un HTTPS. Mystère. Donc pensez bien à rajouter le S, sinon ça ne marchera pas. Autre particularité, c'est l'identité qu'il attend dans le credential. Il faut lui passer en dur, pour le moment, Shared Access Signature. Voilà, c'est comme ça. Vous passez Shared Access Signature. Et enfin, ici, on lui donne la clé secret. Ici. Qui correspond, bon ça devient illisible, qui correspond en fait à la fin de votre adresse URL là. Donc toute cette partie-là, après le point d'interrogation. C'est tout ça que vous reprenez et que vous irez copier dans cette partie-là. Une fois que vous avez fait ça, on exécute le commande SQL, on fait un refresh et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc le credential, il est là. Donc vous voyez le nom, il lui faut impérativement l'URL vers votre stockage en HTTPS. Et quand vous double-cliquez dessus pour avoir accès aux informations, il lui faut absolument en identité le Shared Access Signature. Une fois que vous avez ça, bah après ça roule tout seul en création de base, c'est-à-dire qu'il va tout simplement falloir créer une base de données avec le file name vers votre compte de stockage, et pareil pour les logs et ainsi de suite. Donc ici, merci Philippe. J'aurais dû fermer mon... Bien joué. Donc, ouais, je sais, mais j'aurais dû le faire. J'ai dû me dire, il y a des petits malins comme toi là. Et donc à partir de là, je vais créer ma base de données. Donc si tout va bien, je devrais avoir une base de données que je vais pouvoir administrer directement sur site depuis mon Management Studio avec des fichiers MDF et LDF qui se trouvent là-haut dans mon stockage Azure. Ce qui pourrait être intéressant, là maintenant, si je supprime ma base, que vous ne la voyez pas encore parce qu'il faut que je fasse un refresh, excusez-moi pour ça, pouf. Donc là, si tout va bien maintenant, j'ai ma base Frommer IT Camp Cloud DB, voilà, j'aurais pu la renommer par contre. Et bien si maintenant je fais un clic droit dessus, propriété, et que je vais regarder dans les fichiers, voilà. Les fichiers de ma base se trouvent sur mon stockage Azure. Si je supprime ma base ici, mes fichiers resteront dans mon stockage Azure, ce qui fait que je pourrai monter une machine virtuelle et repointer vers ces fichiers et faire un reattach dessus. Si jamais j'avais utilisé du TDE, Transparent Data Encryption, la clé reste chez moi dans ma base master. Ma base est encryptée ici, complètement séparée de ma clé, de mon certificat. Donc voilà, alors oui, bien sûr, je veux quand même vous montrer les fichiers, hein, qu'il n'y a pas de magie derrière. Donc si je vais dans mon Frommer SQL Data, je devrais avoir mes deux fichiers, voilà, ils sont là, dans mon stockage Azure. Voilà pour... merci. Voilà pour donc, le déploiement des bases et des fichiers dans un stockage Azure. Hop, on continue. Alors maintenant, on va parler machines virtuelles, SQL dans des machines virtuelles. On en a déjà un peu vu hein, avec le déploiement direct dans une machine virtuelle hébergeant un SQL Server. Et donc là, on va parler de IaaS, Infrastructure as a Service, côté Azure. Dans les machines virtuelles, vous pouvez soit installer SQL Server à partir d'une galerie, soit vous mettez votre OS nu, puis après vous faites les installs parce que vous aimez bien faire des installs. Les versions supportées, c'est de 2008 à 2012. Toutes les fonctionnalités des SQL Server sont disponibles dans les machines Azure, sauf le failover clustering. Vous voyez bien pourquoi, pour l'accès aux baies de stockage. Et le provisioning se fait directement soit à partir d'Azure, soit à partir des images ISO que vous pourrez récupérer. Si on vous montre rapidement les machines qui sont disponibles
qui sont disponibles depuis Azure. Ça va donc de l'extra small, où vous avez des cœurs partagés, jusqu'à la machine A7. Alors celle-là a des potes bien, 56 Go, 8 cœurs, vous pouvez monter jusqu'à 16 Tera. Et je vous ai mis là-bas toutes les versions de l'édition d'SQL qui sont supportées donc dans ces machines-là. Il y a une petite nouvelle qui vient d'arriver, c'est la machine A5, avec 2 cœurs et 14 Go de mémoire. Donc on nous demandait des machines avec beaucoup de mémoire. Donc ça, c'est la nouveauté, donc elle vient d'arriver. Et ça peut monter jusqu'à 4 Tera de stockage. En termes de best practice, ici, je vois que tu rigoles. En termes de best practice, ici, alors ça, c'est ce qu'on a récupéré un peu à droite à gauche, et c'est ce que mes petits camarades du moteur m'ont donné, donc notamment avec notre équipe qui s'appelle SQL4, qui ont d'ailleurs un site. Alors bien sûr, séparer les données des logs. Et puis il y a une règle aussi pour le TempDB. Alors pour le TempDB, vous allez entendre beaucoup de choses. Il y a plein de légendes qui tournent sur le TempDB. Mais ce qu'on a eu de nos équipes 4 et de nos experts moteurs au support Microsoft, c'est souvent, ce qu'ils nous disent, c'est un fichier TempDB par nombre de cœurs sur la machine divisé par 4. Et la limite de 8, vous pouvez en mettre 12 si vous voulez, mais au-delà de 8, le gain de performance n'est pas avéré. Par contre, ce qui est super important, c'est que tous les fichiers doivent avoir la même taille et surtout pas d'autographe, sinon on utilise... Ah, je vois que ça... Écoute, hein, c'est ce que j'ai récupéré, c'est pour l'histoire de l'algorithme qui est utilisé, optimisé ou standard. Donc les conseils sur le best practice viennent de là. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses en fonction de la pratique de vos serveurs, etc. Apparemment, cette règle-là, elle est assez vraie. Donc ça, après, on peut en débattre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 8, il n'y a pas vraiment de gain au niveau du TempDB. Alors, les machines virtuelles, pourquoi faire? Tous les scénarios moteurs, excepté le failover clustering. Et puis, bien entendu, tout ce qui est business intelligence. Et c'est là où ça me permet d'arriver en douceur vers la BI hybride. Moi, je venais des équipes avant-vente Business Intelligence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai visité beaucoup de clients, fait beaucoup de maquettes sur la Business Intelligence. Et puis quand le cloud est arrivé, on me disait, qu'est-ce que vous avez, Microsoft, en tant que BI dans le cloud? On répondait, on a Azure SQL Reporting Services. Une fois sur deux, ça faisait rigoler. C'est comme ça. On dit, oui, non, mais vous n'avez pas quelque chose un peu plus 2.0, plus agile et tout. Là. Effectivement, SQL Azure Reporting Services, pour faire du reporting de masse, c'est pas mal. Pour les abonnements, c'est pas mal. Pour attaquer les bases plateforme of service, c'est pas mal. Mais dès que vous voulez un peu d'interactivité ou de faire des rapports 3D ou le genre de choses qu'on vous a montré ce matin, type Power BI, c'était, non, ça répondait pas. Et c'était surtout quelque chose qui était très demandé. Malgré le fait que Reporting Services était déjà au format HTML5, qui répondait déjà à toute la propagation des rapports sous tout type de device. Sauf que en plus, on a annoncé que Reporting Services sera arrêté le 31/10/2014 et que si vous voulez continuer à faire du Reporting Services dans le cloud, il faut l'intégrer dans des machines virtuelles IaaS. C'est ce qui me permet donc d'arriver à la transition suivante et le reste de la BI, donc Reporting Services bien entendu, donc mes Analysis Services, Power Pivot, Power View, et puis tous ces composants-là qu'on a dans SQL Server, qu'est-ce qu'ils deviennent? Puis notamment Reporting Services. La solution, c'est d'utiliser les machines virtuelles en IaaS. C'est-à-dire vous montez une machine virtuelle, vous installez tous les composants Business Intelligence comme vous avez l'habitude de le faire, vous saupoudrez tout ça d'un petit SharePoint, et puis après, finalement, vous ouvrez la BI au monde du cloud à deux conditions, deux petites étapes à rajouter après. Alors, votre serveur sera disponible sous cette adresse-là, mais avant, il faudra bien penser à rajouter le point de terminaison 8080, je vais revenir après, et surtout, dans la machine virtuelle côté SharePoint, il faudra paramétrer l'Alternate Access Mapping et rediriger cette adresse-là vers votre adresse interne. On a tout détaillé sur cette adresse-là, aka.ms/msbi. Au passage, ça permet de faire de la grosse pub pour mon blog, mais au-delà de ça, surtout, ça vous donne l'accès à une machine virtuelle en libre service, ici, qui s'appelle fritcloudapp.net, et avec les mots de passe ici. Cette machine virtuelle, c'est un peu une illustration de comment on peut voir la BI dans le cloud. Quand j'ai montré ces scénarios à mes différents clients à l'époque où j'étais dans les équipes avant-vente, c'était juste quelque chose qui plaisait beaucoup pour dire, voilà, j'ouvre un rapport en donnant juste une adresse, une URL. Quand je dis j'ouvre un rapport, ça peut être un Power Pivot, ça peut être un Performance Point, ça peut être un Power View.
Mais au lieu de parler, le mieux c'est de vous montrer. Donc si je clique sur cette adresse-là, frit.clodap.net, donc tout ça c'est disponible sur mon blog bien entendu. Si je tape le nom de domaine qui est franc-mère et le mot de passe qui est démo, et le mot de passe pass@word1, je vais recommencer parce que je me suis embrouillé, donc pass@word1 avec un P majuscule, je vais avoir accès ici à un frontal BI qui va m'exposer l'ensemble des briques Business Intelligence de la solution Microsoft. Ça peut aller du tableau de bord, ici, donc tableau de bord tout simple à la mode Performance Point, mais tableau de bord quand même. C'est-à-dire que je peux cliquer sur un indicateur. Ces indicateurs, donc je peux aller un peu plus bas. Je peux prendre une partie du graphique. Typiquement, là, c'est sur mes retours produits milieu de gamme. Je peux faire un clic droit dessus et dire, j'aimerais naviguer dans ces données-là. Tout ce que je vous montre, ce n'est pas pré-câblé. C'est l'utilisateur qui, en fonction de ses besoins à un instant T, va pouvoir naviguer dans ces données. Rappelez-vous, je suis parti que d'une adresse ici, frit.clodap.net. Comme c'est du SharePoint derrière, je peux créer des sites différents pour mes différents clients, mes différents fournisseurs. Je donne un mot de passe et hop, j'ai accès à toutes les données qui sont dans cette machine virtuelle. Ce que je disais tout à l'heure, donc là c'est du Performance Point, mais si on revient sur du Power Pivot, on récupère toutes les informations au Power Pivot. Alors peut-être que vous avez le petit rond tourné, là, oulala c'est du Silverlight, ça on est en train de switcher en HTML5. Voilà, je préfère le dire avant de me prendre un scud. Donc le HTML5 arrive, et comme on vous disait aussi tout à l'heure, donc les fichiers sont disponibles. On peut cliquer dedans, Excel Services, donc j'ai rien installé sur mon poste de travail. Je peux interagir avec mes différents fichiers. Et je peux utiliser toutes les solutions de Business Intelligence. Donc là, c'était du Power Pivot. Si jamais je reprends mon pique-nique ici, hop, accès à Power View, et je vais pouvoir faire des rapports à la Power View comme on vous a présenté ce matin. HTML5 aussi, hein, parce qu'il y a le petit rond, donc je préfère préciser. Donc là, si je fais un truc rapido, juste pour vous montrer, si je prends les types d'objets, je prends les quantités, donc là, il va me faire un tableau rapido. Ici, je vais faire tout simplement ce type de graphe, et je vais chercher dans un espace vide ici les catégories, je vais chercher ici les quantités servies. Hop, le mieux c'est de cliquer dans les cases, voilà, je vais faire un histogramme comme ça. Déjà, comme derrière j'ai du Power Pivot, je vais pouvoir justement jouer avec mes rapports. Si je veux voir la part de vente de mes pains sur la nourriture totale, boum, je vois que c'est presque la moitié de mes ventes, donc voilà, etc. Je peux faire des analyses. Je n'ai rien déployé sur le poste de travail de la personne à qui j'ai partagé mon URL. Je vais juste donner l'URL, login, mot de passe, point. Donc voilà, donc un exemple de ce que peut apporter l'hybridation, si on peut dire ça comme ça, d'SQL Server. Voilà, je vous ai fait la démo comme ça. Alors, un autre scénario, là, effectivement, dans ce cas-là, j'ai une machine virtuelle dans laquelle j'ai tout. Mais peut-être que dire, non, moi je ne veux pas tout mettre, les données et tout, etc. Moi, je veux quelque chose de beaucoup plus hybride. Donc là, ici, on vous a mis à disposition un script, à titre d'exemple, qui vous permet donc de faire un déploiement en 40 minutes. Donc ça, c'est souvent, de temps en temps, c'est la démo que je fais. Je lance le script en début de présentation, puis à la fin, je me retrouve avec une ferme SharePoint, un serveur SQL, un Active Directory, puis un réseau qui est monté, un réseau virtuel qui est monté. Et il n'y a plus qu'à paramétrer ensuite, faire du fonctionnel sur mes fermes SharePoint. Ce script, en fait, va vous faire ça. Et ça vous permet de dire ici, dans la partie droite, j'ai mon existence sur site, j'ai mes serveurs SQL. Et sur un scénario de débordement, je vais ouvrir un tunnel VPN et je vais me faire un deuxième réseau dans le cloud. Ce que vous avez en rouge ici, c'est le fameux script qui va vous déployer toutes les petites briques là qui vont bien, jusqu'au point de terminaison pour dire, voilà, je crée ma structure BI. Les données restent bien chez moi. Ici, j'ai un tunnel VPN sécurisé qui permet au site ici, soit un autre serveur SQL, soit un SharePoint et taper directement ici. Alors dans le deuxième cas, faire attention à la latence quand même pour aller chercher l'information. Sur mon point de terminaison 80-80, j'ouvre le point de terminaison et on vient attaquer ici, de la même manière que je vous ai montré, frit.clodap.net, et je me connecte ici. Un scénario hybride qui est de plus en plus utilisé, déjà dans un premier temps par nos clients grands comptes, qui laissent leur base de données sur site,
VPN et frontal dans le cloud et on ouvre avec une simple adresse URL. Mais il y a le petit nouveau, Power BI, et on va terminer par ça, donc il me reste 10 minutes, qui permet aussi de s'affranchir de la création de VPN, si besoin, pour juste partager un ou deux rapports sans être obligé de sortir l'artillerie lourde. Power BI, bon, je ne sais pas si vous étiez à la session qu'on a présentée avec Laurent tout à l'heure, donc je vais aller très très vite, mais je vais faire un petit rappel. C'est en fait principalement deux couches. Une couche poste de travail dans Excel avec des add-ins, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map. Le premier permet d'aller chercher des informations, Power Query, peu importe où elles se trouvent. Power Pivot permet de récupérer les informations de Power Query, de les modéliser et de créer une couche sémantique. Power View permet de créer des rapports interactifs sur les données venant de Power Query, Power Pivot. Power Map, exploitation des données venant de Power Pivot ou même d'un simple tableau Excel pour représentation géographique 3D et temporelle sur un axe temps si vous avez embarqué un axe temps. Une fois que vos rapports ont été créés, possibilité de les publier sur un site aujourd'hui, Office 365, dans quelques mois, on espère, dans du SharePoint on-prem, sur site. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager sur un site collaboratif Office 365 vos rapports, de trouver l'information et de les mettre dans une appli mobile. Le petit dernier que j'ai oublié et qui va être le sujet ici pour terminer cette session, c'est le Power BI Data Management Gateway. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre tout simplement de rafraîchir les données du rapport que vous avez publié avec les données qui sont chez vous sur site, sans être obligé de monter toute l'infra que je vous ai montré derrière. Mais ça sera propre à ce rapport uniquement. C'est-à-dire juste les données de ce rapport vont se mettre à jour. Ça permet aussi de faire autre chose. C'est-à-dire ma base qui est sur site, je vais l'exposer en Fluo Data. Ce qui fait que Power Query, peu importe où il se trouve, pourra récupérer les informations qui sont publiées en flux de cette base-là. Vous pouvez très bien, sur votre base de données, créer une vue spécifique, et ne publier que cette vue en type Fluo Data. Comme ça, Excel saura récupérer les informations de cette vue. Le paramétrage complet de tout ça se trouve sur aka.ms/gateway, où vous avez une documentation et une vidéo. Avant la dernière démonstration, juste pour illustrer un petit dessin, vous avez vos bases internes, vos sites Power BI, et vous mettez en place un gateway sur votre Power BI Admin Center pour mettre ça en place. Et le mieux, c'est de vous faire une démonstration. Donc là, on va vraiment partir de zéro, avec tous les risques que ça incombe. Mais on est joueur. Ici, voilà. J'ai déjà un rapport tout prêt. Voilà, un rapport tout prêt qui attaque mon serveur SQL qui se trouve ici. Sur ma base Franmer. Voilà, donc tout simplement les informations qui se trouvent là. J'ai fait quelque chose de relativement simple, produit, vendeur, vente, et voilà, donc mes ventes sont ici. Ce que j'aimerais faire ici, c'est partager ce rapport. Donc mon rapport ici, ce que je vais faire, je vais le sauvegarder dans un nom document, je vais mettre dans démo, c'est très bien. Et puis comment je vais l'appeler? JSS 2013 démo. Voilà, save. Puis je vais aller sur mon site Power BI. Voilà, non c'est pas celui-là, c'est celui-ci, sur mon site Power BI. Puis ce que je vais faire, ce fichier Excel, je vais tout simplement, donc mon JSS 2013, hop, je vais tout simplement l'envoyer ici, hop, dans mon site Power BI. Donc maintenant, voilà, il est publié. Comme je dis qu'il est publié sur mon site Power BI, c'est qu'en réalité, il est sur mon site Office 365 SharePoint Online, dans lequel j'ai une galerie ici, pouf, Power BI. Si je clique ici sur Power BI, je vais rentrer dans le vrai site Power BI. Et si tout va bien, je devrais récupérer ici un fichier qui s'appelle JSS 2013 Power BI, avec un petit point d'exclamation. Parce qu'il va nous dire effectivement ton site, ton fichier est bien dans Office 365, mais il n'est pas encore prêt pour Power BI. Donc ce qu'il faut lui faire ici, c'est dire ok, je vais l'activer. Donc là, je vais le rendre disponible pour Power BI.
c'est-à-dire aussi bien pour la passerelle que pour Power Q&A qu'on vous a présenté ce matin. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Voilà, l'activation est terminée. Et donc déjà, le fait d'activer le fichier, si tout va bien, il va m'afficher un petit visuel. Non, bah, il ne veut pas. Bon, il m'affichera peut-être un visuel. Il m'affiche un visuel, tout est parfait. Donc l'idée, c'est quoi? C'est déjà, maintenant que j'ai partagé mon fichier, je suis content. Si je clique dessus, toujours en Excel Web App, j'ai accès à mon fichier en lecture, mais aussi la possibilité de jouer avec mes slicers. Si maintenant je décide de rafraîchir les données, que je fais donner refresh all, ça va planter. Je ne vais pas le faire parce qu'avant de planter, ça prend 2-3 minutes. Donc pour vous montrer un truc qui plante, on ne va pas perdre autant de temps. Croyez-moi sur parole, si je clique, ça plante. Ouais, bah, je pense que vous me croyez, donc comme ça. Donc ce que l'on va faire, on va mettre en place cette passerelle. Et puis on va le faire de 0. Donc, ici, je suis dans l'admin central de Power BI. Pour y aller, en fait, vous cliquez sur le petit engrenage, Admin BI, et vous arrivez sur Power BI Admin Center. Vous avez plusieurs choses dessus, dont la possibilité de créer une gateway. Je vais créer une gateway entre mon serveur SQL qui est ici et puis mon Office 365 qui est là-haut. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Gateway JSS 2013. Donc là, c'est tout simplement un nom qu'il nous demande et une description. Non, on ne va rien lui mettre, on va cliquer sur Create. Lorsque vous créez votre passerelle, il va vous générer une clé, puis surtout, il va vous donner un lien pour télécharger un petit agent que vous allez devoir installer sur votre serveur où vous avez les données que vous souhaitez partager, donc c'est-à-dire sur le serveur qui va tourner votre SQL Server. Ce qui fait que cet agent aura cette forme-là. Ce sera ça. Une fois que vous l'aurez installé, téléchargé, vous allez arriver ici, plus précisément là, où il va vous redonner les étapes à suivre pour la mise en place de cette passerelle. Donc, on va mettre en place la passerelle. Pour mettre en place la passerelle, donc, vous allez récupérer la clé qui est là. Donc, pour ça, je prends la clé, hop, je la copie. Je reviens sur mon serveur. Ah, je l'ai fermé, donc c'est ballot. Et on va enregistrer la gateway. Donc ici, quand on dit enregistrer la gateway, c'est-à-dire qu'il nous dit, bah, donne-moi la clé correspondante à la gateway que tu viens de créer là-haut sur ton site Power BI. Et je clique sur OK. À partir de là, donc, il va essayer de me faire le lien vers la passerelle et me dit qu'il y a une erreur. Donc jusque-là, tout ne va pas bien. On va faire ça. Et on va recommencer. C'est pas bien grave. Hop, il est stoppé. Je vais le recommencer. Voilà, on le restart. Et si tout va bien, boum, voilà, on enregistre. Paste. OK. Donc, si tout va bien, il devrait... Voilà. Gateway JSS 2013. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'il en décline ici. Donc on va y revenir. Et on va cliquer sur Finish. Ma gateway, elle est ici. Elle n'est pas enregistrée, c'est pas cool. On va y revenir comme après. Juste pour vous montrer souvent ce que l'on fait lorsqu'on crée la gateway, je sais, je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est je clique Next, 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 j'ai raté la clé. La clé, vous pouvez aller la récupérer. Bon, voilà, j'ai une erreur comme ça, c'est cool. Pour la récupérer ici et la régénérer. À mon avis, c'est ce que je vais être obligé de faire. Donc on va aller la rechercher, c'est pas bien grave. Voilà, CTRL C. On revient ici, Change Gateway. Maintenant, elle me dit que je suis enregistré ici. Ah, bon, c'est pas grave, de toute façon, maintenant c'est trop tard. OK. Mais sinon, c'est pas drôle. Et on y retourne. Voilà, Enable, donc tout va bien. On arrête le service, on redémarre. Ah oui, là, il est pas sympa, là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il a bien la gateway, il est tout... nanana. Il est en expiration, c'est pas cool. Yes, c'est bon. On s'en sort. Bon, alors, à mon avis, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il me dit qu'il est en train d'expirer, donc on va se dépêcher. Une fois qu'on a créé... Ouais, mais c'est de la preview, hein. Enfin, quoi, je peux m'en tirer comme ça, mais c'est de la preview. Une fois que la passerelle est créée, il faut lui créer les sources de données associées. Donc pour ça, on va aller dans la partie Data Source ici. Voilà. Et dans la partie Data Source, on va créer une nouvelle Data Source. Alors ça, là, c'est intéressant. Parce que soit vous dites, je crée une Data Source que pour le rapport, c'est-à-dire que je récupère sa chaîne de connexion, et que pour un rapport bien précis, je ferai la mise à jour. Soit je fais le contraire.
je vais lui dire, la base de données qui est en dessous, je l'expose en tant que flux aux data. C'est-à-dire que je l'expose, et puis n'importe qui avec un Excel Power Query pourra récupérer les informations de la vue ou des tables que vous allez exposer en flux aux data. Donc, on va dire, nous, c'est le rapport qu'on a publié, on aimerait qu'il puisse se rafraîchir, donc je vais cliquer sur Next, je vais l'appeler Data JSS 2013, description, on s'en fiche, et là, il nous demande de sélectionner, une passerelle. Chose que l'on va faire, et donc normalement, j'ai ma passerelle Gateway JSS 2013. Tout va bien. Source SQL Server. Pour le moment, il n'y a que ça, Oracle ou SQL Server. Je vais aller chercher une connexion string. Pourquoi je vais faire ça? Parce que là, c'est un Power Pivot que j'utilisais, j'ai attaqué ma base de données. Où est-ce que je trouve cette chaîne de connexion? Si vous revenez dans Excel, Power Pivot, Manage. Donc là, j'ai mes données. Je vais faire un Existing Connection là-haut dans le ruban. Je vais cliquer sur Edit, de ma chaîne de connexion, et je vais aller sur le bouton Advance. Et dans le bouton Advance, ici, j'ai ma chaîne de connexion. Ouais, c'est Sioux, il faut aller le chercher. Je copie tout ça. Copie, OK. Cancel, OK, très bien. Je reviens là. Je copie ma chaîne de connexion et je fais un paste. Et là, il y a une petite blague. Il faut bien penser à cliquer en dehors de la fenêtre et attendre que le bouton Credential se mette en bleu. Sinon, parce que souvent, vous faites Next et ça plante. Cliquez sur Credential. Et là, il va vous mettre un petit outil qui va vous permettre donc de lui donner le nom d'un compte qui va permettre la connexion à la base de données se trouvant sur site. Voilà, petit mot de passe sécurisé. Bon, ça va bien. Ici, OK. Ah, je sens que je vais me faire virer. Non, tape pas, Stéphane, ne me tape pas. Ah, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Donc voilà, là, alors important, là, absolument, on est en train de s'égarer un peu. Ici, hop, on va définir qui aura le droit d'utiliser cette passerelle et cette source de données. Donc, c'est-à-dire avec une connexion sur le site Power BI. Et on va cliquer sur Finish. Donc, ma source de données est prête. Ma gateway ici, elle est toujours en expiration, ce qui est plutôt inquiétant. Et lui, il est enregistré. Bon, alors, ce qu'on va faire, tant que ça tient, du moins j'espère, j'ai mon fichier qui est toujours ouvert dans freesharepoint.com en Power BI. Je vais aller modifier mes données ici sur site de manière significative. Et je vais tout simplement lancer le refresh. Non, sur le site, n'importe quoi. Hop, ici, je fais faire données. On va tout rafraîchir. Oui. Continuer. Pas terrible. Donc on va recommencer. En fait, il m'a mis un message que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Oui. Et donc si tout va bien, je devrais avoir une barre qui va s'envoler à 700. Et donc j'espère ne pas terminer ma démonstration par un fail. Ce serait dommage. Mais je vous l'ai dit, celle-là, c'est sans filet. C'est une preview depuis 3 semaines. Donc là, je voulais vraiment partir de from scratch pour vous montrer que quand ça marche. Donc voilà, je suis tout content en fait. Donc voilà, les 700 ont été répercutés donc, sur ma vente de vélo. Et c'est pour vous montrer comment on peut mettre en place un mécanisme de refresh de vos rapports sans être obligé de mettre en place du VPN, une infra, etc. Par contre, là, ça ne fonctionne que pour un rapport bien donné ou tous les rapports qui vont utiliser la même chaîne de connexion. Donc, quand vous faites un refresh, le rapport va regarder s'il trouve une source de données qui correspond à ce qui a été publié. Il regarde s'il y a une passerelle et s'il y a une passerelle, vers où ça pointe. Voilà tout le mécanisme en gros pour faire le refresh. Et n'oubliez pas qu'on peut faire le sens inverse. Ma base de données, je l'expose en flux aux data. Donc voilà pour cette démonstration. C'est fort là. OK. Tout ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi cette session d'intégration de SQL dans Azure. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et puis, on va continuer avec Stéphane sur à peu près le même sujet. C'est ça, toujours Azure Non, pas que. Oui, ça j'avais dit. Donc, en fait, restez ici pour voir Stéphane compléter cette session. En tout cas, merci de votre attention.
et d'avoir patienté 6 minutes de plus.